voyez, j'avais P qui était donné par l'expression au milieu de la page, et je l'ai transformé par H bar sur I, D sur dx de psi, psi bar. J'utilise deux identités, ça c'est un truc, et c'est impossible à trouver si on ne l'a pas vu une première fois, mais une fois que vous l'avez, il n'y a aucun problème. D'un côté, je vais pouvoir calculer le psi dx psi bar ou le psi bar dx psi avec ces deux identités. La première identité, qui est la numéro 2 dans ma phrase, c'est de dire que ce terme-là est imaginaire pur. Donc, quand je fais la différence entre ce terme et son conjugué, c'est la somme des. C'est deux fois la partie imaginaire. D'où la formule de l'identité 2. La formule de l'identité 2, maintenant que j'ai de la symétrie, je peux utiliser l'identité 1 et j'obtiens cette relation-là. Finalement, si je combine les deux, ben je vais aboutir à cette égalité-là, où il suffit de regarder le terme de gauche et la dernière ligne du terme de droite pour voir si on ne pourrait pas par hasard identifier le coefficient de psi et le coefficient de psi bar. Et si par hasard ça donnait la même équation, on serait tout à fait tranquille parce que ça pourrait nous assurer que la partie réelle et la partie imaginaire se correspondent. Et donc, en fait, il suffit d'identifier, j'enlève x qui est toujours réel, j'ai le premier côté, c'est m dt psi bar égale 1 demi de h bar sur i d2 sur dx de psi bar, et l'autre, ben, c'est bien m dt psi égale moins 1 demi de h bar sur i d2 sur dx de psi, d'où on a bien, en résumé, cette relation qui est vraie quand m dt psi est égal à la dérivée seconde de psi avec le coefficient correcteur h bar 2 sur 2i, que je réécris moins h bar 2 sur 2m d2 sur dx de psi égale x h bar dt psi. Cette équation s'appelle l'équation de Schrödinger libre, et on la reformule en utilisant l'analyse de Fourier, en vérifiant que d sur dx, c'est un multiplicateur de Fourier, c'est le multiplicateur de Fourier P sur IH bar, avec la notion de transformée que Fourier j'ai pris, qui me permet de réécrire l'équation de Schrödinger comme étant IH bar dt psi égale l'énergie cinétique vue comme un opérateur appliqué à psi. Et donc, ça m'a conduit tout de suite au postulat suivant, qui est le numéro 4 dans ma liste, qui est qu'effectivement, quand une particule se trouve dans un champ de force qui dérive d'un potentiel V, son énergie totale, c'est P2 sur 2m plus V. Et bien donc, le postulat, c'est que l'équation de Schrödinger associée, je remplace le P2 sur 2m, qui était l'énergie cinétique dans l'équation libre précédente, par l'énergie totale, P2 sur 2m plus V. Ce qui me donne cette équation-là comme équation de Schrödinger, qui est la version classique de l'équation de Schrödinger. La simple remarque que je vais faire là, c'est que je travaille bien sur une énergie. Parce qu'en fait, une fonction d'onde, c'est phi de x, position en espace, multiplié par le comportement oscillant en temps de l'onde, donc qui est caractérisé, comme on l'a vu dans le tout premier transparent, par exponentielle moins i et sur h bar. Ça, parce que j'avais pris cette relation-là pour étant la caractérisation de la fréquence oméga, c'est-à-dire oméga, c'est E sur h bar. Quand je réintroduis ceci dans l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire que je résous en variables séparables, ben je me ramène à ce problème aux valeurs propres, qui est équation de Schrödinger avec potentiel appliquée à phi égale E phi. Donc E est bien une énergie, puisque c'est un des niveaux d'énergie, de l'énergie telle que je l'ai prise dès le départ, sous la forme de l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Et bien entendu, pour étudier le spectre, les valeurs des E possibles, je vais regarder le spectre de cet opérateur auto-adjoint, moins h bar 2 sur 2n, d2 sur dx2 plus v. D'où la théorie spectrale des opérateurs auto-adjoints, qui est certainement quelque chose que vous avez vu dans au moins un, si ce n'est deux de vos cours, au cours de vos études de master. Voilà, donc j'ai terminé sur pourquoi des outils mathématiques simples de transformée de Fourier, notion de Parseval, Plancherel et de probabilité nous permettent tout de suite
d'avoir quelques-uns des outils fondamentaux, pas tous bien entendu, de la mécanique quantique analytique telle que elle est connue maintenant depuis les années 1920-1930. La deuxième partie, c'est, puisque j'ai parlé un tout petit peu de valeurs propres, je vais vous donner une petite manière pour trouver les valeurs propres dans certains cas. Donc là, je vais aller très vite, je vais vous présenter peu de choses et je vais aller vite sur les choses que je vais présenter. Donc, boîte à outils numéro 2. Première phrase, que dès que vous faites des études supérieures en mathématiques, vous devez comprendre. Je ne la redis pas. La deuxième phrase, si vous avez un polynôme de degré 2 sur RD, sa dérivée, en fait, c'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est AX moins B. Et la matrice A est symétrique parce que si vous venez d'un polynôme de degré 2, vous devez avoir le lemme des dérivées croisées de Schwartz qui est valable, c'est-à-dire dérivée seconde dans un ordre et dans un autre qui est similaires, qui sont égales, pardon. Et donc, ça veut dire que AIJ égale AIJI, où AIJ et AJ sont les coefficients de la matrice en question. Donc, la matrice A est symétrique par le lemme des dérivées croisées de Schwartz. Un des théorèmes classiques quand on cherche à faire de l'optimisation, c'est le théorème des multiplicateurs de Lagrange. Si on cherche la solution d'un problème de minimum sous contrainte égalité, une contrainte égalité, il y a un lambda qui s'appelle le multiplicateur de Lagrange, tel que l'équation du point critique corrigée par le fait que f' aussi va intervenir est nulle. Dans le cas des contraintes inégalité, je ne l'ai pas marqué sur ce transparent, mais je vous le rappelle en une minute, la contrainte inégalité s'écrit f négatif ou nul. Si f est strictement négatif, on dit que la contrainte est inactive, insaturée. Si f égale à 0, on dit que la contrainte est active, saturée. Et quand la contrainte est active, c'est-à-dire pour les points où la contrainte est active, on a exactement la même égalité, c'est-à-dire J' plus lambda f' égale à 0, avec une petite remarque supplémentaire, c'est que nécessairement lambda est positif ou nul si on a pris f inférieur ou égal à 0 comme ensemble des contraintes. Donc le théorème des multiplicateurs de Lagrange n'est pas réservé au cas de la dimension finie, il est vrai sur tout espace de l'univers, donc je vous l'ai présenté dans la boîte à outils sur ce transparent. Et bien entendu, je conclus par quelque chose qui est la certitude, la pierre d'angle de l'optimisation convexe, c'est que si J est symétrique définie positive, elle admet un unique point de minimum, que ce soit pour une fonctionnelle sur un hyper ou une fonction sur RD. Donc voilà, ma boîte à outils numéro 2 est présentée. Donc ceci va nous permettre de calculer la plus grande et la plus petite valeur propre d'une matrice symétrique. On le fait par l'intermédiaire de ce quotient-là qui s'appelle le quotient de Rayleigh. Je vais vous démontrer pourquoi, dans ce quotient, dans ce cas-là, ou dans ce quotient de Rayleigh modifié, ce que je viens de vous affirmer tout au début de ce transparent. Donc, les deux cas sont les mêmes. Donc, si on sait régler le deuxième, c'est-à-dire le cas moins simple, D égale identité permet de régler le premier. Donc, je le fais. À cause de l'homogénéité, bien entendu, le maximum et le minimum, ils existent parce que c'est le maximum ou le minimum sur la sphère unité, puisque le quotient de Rayleigh est une fonction homogène de degré ou d'ordre 0. Et la sphère unité dans Rn est un compact. Et après, bien entendu, si on cherche le maximum du quotient de Rayleigh, c'est le maximum sous contrainte, donc peut appartenir à la boule unité, de x transposé à x. Ça, c'est dans le cas D égale identité. Et il suffit de remplacer par x transposé dx égale à 1 pour être dans le cas de A et D. Donc, faisons-le. Donc, je prends f, c'est x transposé ax, c'est-à-dire axx. G, c'est x transposé dx. Si x0 est une solution du problème d'extrémal du quotient de Rayleigh, donc de extrémal de f, que ce soit minimum ou maximum, sous contrainte G égale 1, il existe un lambda tel que cette relation-là soit vraie. Ça, c'est les multiplicateurs de Lagrange. Donc, je fais le calcul de f' et de g', et ça me donne cette relation-là, qui est 2ax0 plus 2 lambda dx0 égale à 0, et x0 est de norme 1 dans la métrique D, et donc essentiellement, on en conclut que
x0 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins lambda de ce qu'on appelle le couple de matrices AD. Et en fait, on voit que c'est vecteur valeur propre de la matrice D-1,5 à D-1,5. Donc ça, c'est facile et c'est des cours que vous avez tous vus. Je vais vous dire à quoi ça s'applique. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous rappelle, maximum et minimum, c'est la plus grande et la plus petite valeur propre. Et ce principe-là peut s'appliquer pour trouver les valeurs propres de l'opérateur de Schrödinger dont on avait parlé. Et je vais vous montrer une utilisation qui est plus amusante. Donc, il vient d'un exposé, j'ai écouté grâce au conseil d'une des personnes affectées à l'International Research Lab, unité mixte internationale de Montréal, qui est Jean-Marc Brossier. Il m'a dit d'aller écouter ça parce que ça devrait m'amuser. Et ça m'amusait, effectivement. Voilà. Donc, un graphe, c'est un ensemble de liaisons sur des sommets. En fait, quand on veut numéroter tous les sommets I et J, deux sommets sont liés si le AIJ vaut 1 et ils ne sont pas liés sinon. C'est une matrice symétrique parce que si I est lié avec J, alors J est lié avec I. Elle s'appelle la matrice d'adjacence du graphe. Voilà. Donc, sur ce graphe, on peut faire soit de l'apprentissage supervisé pour classifier les éléments du graphe, soit on peut essayer de regrouper les nœuds. Ça s'appelle faire du clustering. L'exemple le plus parlant, je ne vais pas vous donner le premier, mais je vais vous donner le deuxième. L'exemple le plus parlant, c'est les groupes d'amis sur un réseau social, par exemple. Donc ça, c'est comme ça que Facebook arrive à reconnaître avec qui vous avez eu des relations. Et l'autre chose plus amusante, parce que j'ai une jolie image, c'est les personnes ayant des gènes en commun dans un logiciel ou dans un site de recherche généalogique par ADN. Voilà, les deux graphes. Le premier graphe, je n'ai pas besoin de demander des copyrights, c'est le clustering correspondant à mon analyse génétique, où on voit effectivement, et donc ils ont un logiciel qui est extrêmement marrant sur le site de généalogie où je suis allé, qui regroupe au fur et à mesure, et donc on voit l'algorithme se mettre en route pour avoir la clusterisation par relations génétiques les plus proches, donc le long de cette diagonale, de toutes les personnes. Donc, j'ai tourné le dispositif pour pouvoir le voir. Et donc, en fait, on a des clusters, c'est-à-dire des groupes de personnes avec qui je partage au moins 0,2% de patrimoine génétique. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et là, l'autre exemple à côté, c'est que je vous donne la matrice d'adjacence et la matrice de Laplacien pour un graphe, pour le graphe que je vous ai dessiné là, que j'ai décidé à la main et scanné. Parce que je ne suis pas très, très bon pour manipuler les outils informatiques, même si je suis de la section mathématiques appliquées et modélisation. Donc voilà, la matrice d'adjacence, c'est celle-là. Par exemple, le point 1, il est lié au sommet 2, 3, 4. Ben, on le voit là, 2, 3, 4. Il n'est pas lié au sommet 5 et 6, etc. Donc on remplit notre matrice d'adjacence comme ça. Ensuite, pour calculer la matrice du Laplacien du graphe, on calcule la somme de toutes les lignes, on met la somme de tous les éléments de la ligne sur la diagonale, et on met moins 1 ou 0 sur tous les autres éléments. Ce qui fait que le Laplacien du graphe, il a comme vecteur propre évident et statutaire le vecteur n'ayant que des 1 et la valeur propre associée est 0. Donc voilà, là je décris ce que j'étais en train de faire. D-A, si jamais on imaginait que D est la matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont 2 sur h carré et les éléments antidiagonaux sont donc juste la ligne de la diagonale du dessus, la diagonale du dessous sont moins 1 sur h carré de part et d'autre. Donc on va vérifier que sauf pour la première et la dernière ligne, la somme va faire 0 et on va avoir le moins 1, 2, moins 1 à tous les autres éléments de la matrice. En fait, ça ressemble à la matrice D-A telle que je l'ai décrite là. Donc ça, c'est la matrice du Laplacien, à peu près en discrétisation, en analyse numérique. En revanche, en théorie des graphes, les gens ne prennent pas la matrice D-A parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur les valeurs propres de la matrice D-A. Ils préfèrent prendre la matrice qui est la matrice I moins D-1,5 à D-1,5. Je crois vous avoir fait la remarque que les valeurs propres sont les mêmes, mais les vecteurs propres ne sont pas les mêmes. Donc la matrice de passage qui permet de diagonaliser D-1,5 à D-1,5
qui est notée ici grand U, n'est pas celle qu'on utilise quand on fait la diagonalisation du Laplacien sur le graphe. Et c'est ça qui permet, en théorie des graphes, de calculer la transformée de Fourier sur un graphe. C'est-à-dire qu'on prend, comme dans le cas du Laplacien classique, où les vecteurs propres du Laplacien, c'est essentiellement les polynômes trigonométriques, les monômes trigonométriques plus exactement, eh bien, on va prendre les valeurs propres du Laplacien discret sur le graphe normalisé pour définir la transformée de Fourier sur un graphe. Et ça permet de faire reconstruction d'images, déconstruction d'images et convolution d'images, et de faire toutes les opérations qu'on veut sur des images qui sont représentées par des graphes. Donc, je fais une petite remarque, c'est que si la matrice A est diagonale par bloc, la matrice D-A aussi, D-1,5 A, D-1,5 aussi, et chaque bloc est un groupe. Je ne vais pas employer le mot de cluster parce que ça pourrait avoir des significations moins agréables aux oreilles de tout le monde en ce moment, mais c'est comme ça que disent les gens qui font de la théorie des graphes. Donc le deuxième cas que je veux vous mentionner, c'est le suivant, mais je ne vais pas faire les calculs. Donc je prends le quotient de Rayleigh dans le cadre de l'opérateur Laplacien continu. Et voilà comment je fais pour démontrer qu'il y a un minimum ou pas. C'est-à-dire que dans le cas de l'espace H1, comme la fonction U égale constante donne Q de U égale à 0, ben, il n'y a pas de minimum. Plutôt aussi, le minimum c'est 0 et c'est toutes les fonctions constantes. Alors que dans le cas H1, 0, j'ai Q de U qui a une borne inf qui est atteinte, qui est la constante de Poincaré et qui est la plus petite valeur propre du Laplacien avec condition de limite. Sur le segment moins 1, vous avez dû tous faire l'exercice un jour. La fonction propre, elle est proportionnelle à sinus pi sur 2 x plus 1, donc qui est la fonction solution de moins u seconde égale lambda u qui s'annule en 0 et en 1, qui correspond au plus petit lambda. Et après, la constante de Poincaré correspondant, c'est pi 2 sur 4. Donc voilà, donc ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Donc j'ai fini cette partie. Maintenant, je vais aborder la troisième partie de mon exposé, où je vais faire la démarche inverse de ceux qui veulent vous présenter quelque chose en apprentissage statistique ou en machine learning. Moi, je suis parti de l'analyse. L'analyse, c'est-à-dire l'étude des opérateurs. Et donc, voici ma boîte à outils numéro 3. Pour le moment, il n'y a pas une once de statistique. Je serais d'ailleurs bien incapable de répondre sur des questions de statistiques précises. Je ne suis pas du tout compétent. Donc, le théorème de Riesz, c'est-à-dire qu'un Hilbert H, une forme linéaire continue, a un représentant dans lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une bijection entre H et H'. Le lemme de Lax-Milgram, si on prend une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc on dirait plutôt coercive, l'équation A de UV égale L de V a une unique solution. Et donc, c'est la même chose. Une petite mention de théorie des distributions. Eh ben, l'action de la distribution de Dirac en un point X quelconque à une fonction de test phi, c'est phi de X. Et je vais utiliser le premier des résultats sur les espaces de Sobolev, c'est-à-dire qu'une fonction qui est dans HS n'est continue que si S est strictement supérieur à D sur 2 en général. Plus exactement, pour être précis mathématiquement, c'est dans l'espace HS où S inférieur ou égal à D sur 2, il y a au moins une fonction qui n'est pas continue. Donc, dans l'idée, ça veut dire que l'application qui a phi fait correspondre phi de x, si on se place sur un intervalle de R, c'est-à-dire en dimension D égale 1, eh bien, comme si vous vous placez dans H1 d'un intervalle de R, l'application qui a phi fait correspondre phi de x est une forme linéaire continue. Elle a donc un représentant, et c'est ça que je vais utiliser pour vous faire le calcul. Alors, je vais commencer par la version compliquée. Donc, quand je prends, donc je le fais très rapidement, sans le faire. Je prends le produit scalaire classique dans H1. Le produit scalaire classique dans H1, c'est intégrale de moins 1 à 1,
de U', V' plus UV. Quand on fait tous les calculs, on peut trouver l'unique fonction U indice X telle que le produit scalaire dans H1 est égal à V de X pour tout V, X étant un point donné. Donc, je vais le calculer en Y. Je fais ce calcul. J'ai une fonction dont la dérivée en moins 1 et en 1 est nulle, dont la dérivée seconde va être égale à l'opposé de la fonction, ce qui me donne des cosinus hyperboliques parce que ça me donne des exponentielles dans les deux sens. J'ai une formule. C'est 2 pages de calcul, mais c'est une formule qui est simple. Et je vais vous faire remarquer la chose suivante. Si j'appelle cette fonction U indice X K indice X, qui est la notation en général utilisée par les gens qui font de l'apprentissage statistique. Quand je regarde A de K indice X, K indice Y, eh ben c'est K indice Y de X, ou c'est K indice X de Y, puisque je prends V égale K indice Y. Et donc, ceci, ça se définit être comme une fonction de deux variables, X et Y, qui sont toutes les deux dans l'intervalle moins 1, 1. On verra quelle en est la conséquence juste après. En cas la plus simple où je vais faire le calcul in extenso, c'est celui-là. Sur l'espace H10, c'est-à-dire les fonctions nulles à la fois entre en moins 1 et en 1, je prends la norme suivante qui est équivalente par l'inégalité de Poincaré, c'est-à-dire la norme U'. Quand je veux écrire le problème variationnel qui correspond à trouver le représentant de l'application linéaire continue qui a V fait correspondre V de X, X étant un point donné, je résous ce problème-là, qui est intégrale de moins 1 de U', V' dt égale V de X. Le V de X étant effectivement quelque chose qui va valoir 0 si jamais X n'est pas dans le support de la fonction test V. Quand je prends V dans C infini 0 qui ne rencontre pas X, ben je tombe sur l'équation moins U seconde égale à 0 pour tous les t différents de X pour U. Et je trouve en plus que U est continu nul au debout. Ça, c'est ce qui m'impose le fait que je sois dans H1 0. Donc, moins U seconde égale à 0, les solutions, c'est des fonctions affines. Donc, si ce sont des fonctions affines, les voilà. Donc, à gauche de X, c'est A t plus 1 parce qu'elle s'annule en t égale à moins 1. À droite de X, c'est B t moins 1 parce qu'elle s'annule en t égale 1. Elles doivent se coordonner en t égale x, ce qui fait que j'ai un moyen de trouver une première relation sur ma relation entre A et B. Ensuite, je fais le calcul de dérivée en utilisant la formule des sauts, c'est-à-dire justement U', il n'y a pas de saut, U seconde, il y a un saut. Et le saut pour U seconde, c'est B moins A delta X. Et si je veux remplacer dans l'équation, en fait, là, le V de X, ça veut dire que c'est delta X V. Donc, je dois avoir B moins A qui vaut 1. Qui vaut moins 1, pardon. Et donc, une fois que j'ai ça, parce que c'est moins U seconde que j'ai dans l'équation, et donc, une fois que je fais les calculs, j'ai deux relations sur A et B qui me conduisent à cette fonction-là. Donc là, je vous ai construit un deuxième noyau, donc la fonction K de xt, que j'écris par cette formule. J'aurais dû mettre un U indice X ici. Voilà, donc je vous dessine les deux noyaux reproduisants. Pourquoi reproduisants? C'est parce qu'on est capable de reproduire ce qui se passe dans les X et les Y par l'intermédiaire de Kx et Ky. C'est tout. Donc voilà, donc je vous les ai représentés dans le cas compliqué où j'ai des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques, et dans le cas simple où j'ai des fonctions affines. Donc voilà, j'ai donc un U tel que UXF qui vaut f de x. Après, je peux dire que n'importe quel élément de H1 est une limite de somme partielle finie de valeurs de fonctions en un point sous cette forme-là. Donc ça, c'est tout simplement en fait que je peux représenter toute fonction sur un nombre fini d'ouverts, parce que de tout recouvrement ouvert, je peux extraire un sous-recouvrement fini. C'est essentiellement ça le théorème qui fonctionne. Donc une fois que j'ai ça, je peux calculer UX pour n'importe quel élément de cette suite-là, et je retrouve que c'est UX, UXJ, donc je vais calculer ça en disant que c'est un U indice XJ de X, et en faisant cette formule, j'en ai donc une déduction sur
la relation UN-UM. Et là, je suis passé dans un domaine classique, puisque là, je vais faire converger des séries par critères de Cauchy. Donc, quand je fais ce calcul, j'ai la propriété suivante, c'est que si j'appelle U indice X grand phi de X, grand phi de X, ce n'est pas une fonction de X, ou du moins pas uniquement. C'est une fonction qui va de moins 1 à 1 dans H1, 0, qui à X fait correspondre grand phi de X, c'est un élément de H1, 0, donc qui est lui-même une fonction de T. Et le noyau, pas de XX, c'est X', pardon, c'est celui, je ne calcule pas cette formule-là. Et c'est ça qui est utilisé en apprentissage supervisé, comme je vais vous le montrer dans les 10 minutes où je vais encore vous parler. Donc, on fait ça par cheminement inverse en apprentissage supervisé. On se donne un noyau K. Et il existe un théorème, qui est un théorème très puissant, qui dit que si on a un noyau qui a un certain nombre de propriétés, des propriétés essentiellement de continuité et de coercivité, on peut lui trouver un espace de Hilbert associé et une fonction grand phi qui va de l'espace où vivent les petits x dans l'espace de Hilbert, tel que ce noyau se construit comme étant un produit scalaire dans l'espace de Hilbert. Ça, c'est un théorème extrêmement puissant que j'ai découvert en regardant un cours sur l'apprentissage supervisé. Mais en général, on connaît seulement où sont les petits x et on ne connaît pas l'espace de Hilbert. La seule chose dont ils ont besoin, les gens qui font de l'apprentissage supervisé, c'est que l'espace de Hilbert existe. Et donc, je vais vous montrer pourquoi ça intervient. En fait, les noyaux reproduisants, ils sont utilisés pour étudier les classifieurs. Donc, ça va faire écho pour ceux du LAGA, à ceux qui est plutôt de l'équipe MCS, qui ont écouté l'exposé de Sébastien Litiaoté la semaine dernière. Donc, un classifieur linéaire, qu'est-ce que c'est? En fait, si je me mets dans R2, c'est une droite qui va séparer les points rouges des points blancs, par exemple. Donc, ça se note sous la forme Y égale WT scalaire X moins B, parce que les gens qui ont introduit ça ont parlé de poids W, c'est des weights, et B, c'est le biais, bias. Donc voilà, l'explication de pourquoi on n'a pas mis AX moins B comme classiquement. On a mis un WTX moins B. Là, ce classifieur linéaire, il sert à classifier des points X qui appartiennent à RD si le vecteur W est un vecteur de RD, et B, dans ce cas-là, est un réel. Donc, si je prends le truc le plus simple, c'est-à-dire de me placer sur R2, ça s'appelle une régression linéaire, ce qu'on fait d'habitude. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va chercher le petit a et le petit b, ou le w et le petit b, tel qu'on va passer le plus proche possible de tous les points qu'on veut analyser. Mais c'est très différent du principe de discrimination ou de classification. En fait, discrimination ou classification, on veut savoir si on est du bon ou du mauvais côté. Alors, à vous de choisir ce que vous appelez bon côté ou mauvais côté de cet hyperplan. Comment on fait? On prend un ensemble d'entraînements et on va supposer qu'il y a une droite qui va pouvoir séparer, ou plutôt un hyperplan, qui va pouvoir séparer le bon côté, celui qui va être associé à plus 1, et le mauvais côté, celui où tous les y vont être moins 1. Donc cette droite, l'équation de cet hyperplan, c'est son signe qui va nous permettre de savoir si on est d'un côté ou de l'autre. S'il y a existence, on dit qu'on a un séparateur linéaire. Je vais vous montrer tout de suite une image. Dans le cas du haut, il y a bien entendu plusieurs séparateurs, parce que quand il n'y en a qu'un, il n'y en a pas qu'un. Et dans le cas du bas, il n'y a aucun séparateur. Je me suis débrouillé pour mettre le point rouge pour qu'on ne puisse pas séparer le noir du rouge. L'histoire. Voilà. Pourquoi fait-on ça? Je vous présente tout de suite, j'ai mis des pauses entre eux sur un fichier. Je veux essentiellement le meilleur classifieur linéaire. C'est-à-dire, je ne veux pas n'importe lequel. Je veux celui où, en fait, j'ai le plus de place possible pour pouvoir tirer un nouveau point. C'est-à-dire que si je suis suffisamment loin des deux côtés, il y a des chances que s'il y a un vrai séparateur, et ben avec celui-là, je sois beaucoup mieux. La marge sera la plus forte. Le chemin que j'ai construit entre les deux sera le plus large. Donc, ça veut dire que le min sur les i de WT xi-b sur norme de W est la valeur la plus grande quand on parcourt tous les V, W et B possibles. Donc on remarque en W et B,
c'est une fonction homogène de degré 0. Donc ça veut dire que je peux réécrire ça sous la forme d'un problème d'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire que là, j'ai tout remultiplié pour que tous les h de xi soient supérieurs ou égaux à 1 et qu'il y en ait au moins un qui en valeur absolue est égal à 1, de 1 sur W. Ça, c'est un max min finalement. Ce max min, ça devient un min tout court. Après, je vais faire le max. Et donc là, je l'ai écrit sous la forme d'un minimum sous contrainte. L'ayant écrit sous la forme d'un minimum sous contrainte, je déroule tout ce qu'on sait faire en optimisation. À ce propos, je me permets de faire un quart de seconde de publicité. J'ai fait quelques petites capsules bien avant ces événements qui nous ont conduit à avoir des écrans qui remplacent un cours vrai. J'avais fait quelques petites capsules pour expliquer des points de mon cours d'optimisation. Donc, c'est sur YouTube. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous en avez besoin, vous pouvez me demander un lien, je vous l'enverrai. Donc, on applique le théorème du multiplicateur de Lagrange. Comme je vous ai dit précédemment, je n'ai besoin de le faire que pour les contraintes saturées. Parce que toutes les contraintes non saturées ou inactives ne vont pas du tout contribuer au calcul du point de mine. J'appelle grand I l'ensemble des indices des contraintes actives. C'est-à-dire que je vais dire que grand I, c'est l'ensemble des I tels que valeur absolue de h de xi égale à 1. Donc, il y a deux seules possibilités, c'est h de xi égale à 1 ou h de xi égale moins 1, et j'appelle LI le signe. Ça, c'est les notations que j'ai trouvées sur Wikipédia sur l'apprentissage supervisé en apprentissage machine. Quand j'écris le Lagrangien en ne gardant que les contraintes actives, il s'écrit sous cette forme. Ah, là, je suis tranquille. C'est une magnifique fonction quadratique en W. Donc, je la réécris pour éviter la valeur absolue parce que c'est toujours très désagréable de dériver une valeur absolue. Et là, si je regarde ça, c'est une brave fonction. Le h dépend linéairement de W. Là, j'ai un W carré. Et quand je calcule le point de minimum, je trouve cette valeur. Je remplace dans la fonction à minimiser et je trouve, à maximiser, pardon, je trouve cette expression-là. Et aux surprises, ce n'est pas vraiment une surprise, en fait, la fonction à maximiser qui est là, elle fait intervenir la matrice des xi transposées scalaire xj. Donc, si ça vous rappelle ce que j'ai fait dans la première partie de cette troisième partie, ce n'est pas du tout un hasard. Ça, c'est une matrice, c'est un noyau reproduisant. En revanche, ce calcul que je viens de faire, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle. C'est très rare qu'on puisse arriver à discriminer deux classes par simplement l'équation d'un hyperplan. Là, cet exemple, par exemple, c'est j'ai un cercle de rayon 1, il va me différencier le rouge à l'extérieur du cercle et le bleu à l'intérieur du cercle. Voilà le séparateur tel que je l'ai écrit. Et donc là, je ne peux pas appliquer cette méthode. Quoique. En fait, si je veux faire la chose, il faudrait que je puisse avoir une fonction petit phi telle que cette relation-là soit toujours vraie. C'est-à-dire que dans la classe que je veux classifier, les signes soient adaptés à la fonction phi. Donc, je donne l'expression de phi pour la figure précédente, à titre de curiosité, parce que c'est toujours amusant. Et donc, je vais faire la même chose que précédemment, en cherchant celui qui a plus forte marge, et je me retrouve avec un problème d'optimisation à nouveau. Et là, la forme quadratique qui est associée à ça, sans refaire tous les calculs, c'est la forme quadratique qui va faire intervenir la matrice phi de xi transposée phi de xj, qui est associée dans le cas de l'exemple précédent à une matrice norme euclidienne, mais c'est facile à voir. Et donc finalement, je suis arrivé à pouvoir exprimer le problème de classification, de discrimination linéaire ainsi que non linéaire, quand c'est possible, par l'intermédiaire de la minimisation de quelque chose qui faisait intervenir la fonction grand K de xi xj, qui est la fonction phi de xi transposée phi de xj. Ça s'appelle the kernel trick en machine learning. Donc on l'a vu sur un cas sur R3 simple précédemment, donc R2 par R. Je l'ai construit en partant de mes connaissances en analyse, dans un cas compliqué où phi a un espace d'arrivée qui est un espace de Sobolev. Actuellement,
ce que font les gens qui font du machine learning, c'est qu'ils se donnent le noyau, ils disent qu'il existe un espace de Hilbert grand H qui est totalement à la fois inconnu et qui leur est complètement égal dans la plupart des cas, pour décrire le problème, qui est immense parfois, et les propriétés de cas impliquent l'existence de H, et selon le cas, on va avoir des H différents. Comme vous avez vu dans mon exemple, en fait, mon exemple de tout à l'heure, j'ai fait le cas H1, j'ai fait le cas H10, j'aurais pu aussi faire le cas H10 avec la norme classique de l'espace H1, c'est-à-dire intégrale de U' carré plus intégrale de U2 à nuit, j'aurais trouvé une autre valeur de K de XY qui aurait été associée à des combinaisons linéaires de sinus hyperboliques, essentiellement. Et en fait, ça vous dit que si on se donne K, il y a un espace de Sobolev, mais ce n'est pas parce que vous avez l'espace de Sobolev, si vous changez le choix de la norme, vous changez le choix de K. Donc j'ai terminé ma conférence, je termine par ce que j'ai voulu vous donner comme philosophie. Quelques exemples d'application directe de résultats fondamentaux de vos cours, mais à des problèmes qui dépassent largement du cadre des cours que vous avez appris. Donc là, j'ai choisi 3 exemples, la théorie des graphes, la mécanique quantique et le machine learning. Et je vous rappelle que tout ça, c'est une conséquence de cette phrase qui est pas le symbole de notre institut, mais qui pourrait l'être, qui est celle-là. La nature est écrite en langage mathématique. C'est la phrase célèbre de Galilée. Donc, le motto de l'Institut Galilée, c'est « et plus si mauvais », c'est-à-dire « et pourtant elle tourne ». Mais la phrase que je pense beaucoup plus intéressante et profonde de Galilée, c'est que le langage mathématique que vous maîtrisez, vous, parce que vous avez fait des études de master et de doctorat, pour certains d'entre vous, vous êtes en cours en mathématiques, et vous avez la maîtrise du langage, qui est le langage de la nature. Je vous remercie de votre attention. Donc, je quitte mon transparent pour voir la tête de tout le monde. Merci, professeur Olivier Lafitte, pour cette conférence très, très riche, dans laquelle on a vu des méthodes mathématiques, franchement, qui sont très, très intéressantes, et voir aussi leur application dans la mécanique quantique ou dans l'apprentissage machine. Maintenant, la parole est à nos collègues, bien à nos étudiants. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des questions? Professeur Farahi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Alors, oui, professeur Bouzemat, bon, pas pour le moment, mais j'ai une question posée dans le chat, monsieur Mohamed Landouri. C'est par rapport à la partie sur le multiplicateur de Lagrange. Donc, oui. monsieur Landouri souligne que pour le cas f égale à 0, professeur Lafitte a dit qu'on peut choisir lambda positif. Monsieur Mohamed Landouri cherche une explication. Et puis, si f est non nul, ce qu'on peut dire, c'est un peu le résumé de sa question. D'accord, alors je vais pouvoir répondre rapidement. Donc là, on se place dans le cas des contraintes inégalité. Donc, f inférieur ou égal à 0 et l'espace des contraintes. Donc en fait, l'idée est la suivante. F égale à 0, imaginez-vous l'espace des contraintes comme étant une boule. Puisque j'ai un tableau. Vous voyez mon tableau? Donc je peux vous le mettre au tableau. Oui, on le voit très bien. Avec une image. Oui, oui. Donc, je vais supposer que mon espace des contraintes, que j'appelle K, c'est un patatoïde à bord régulier. F égale à 0, c'est le bord de ce patatoïde. Donc, quand on est sur un point à l'intérieur du patatoïde, le problème de minimum, c'est un problème de minimum local, donc on voit pourquoi F strictement inférieur à 0 ne va rien donner, puisqu'à l'intérieur du patatoïde, on n'a pas besoin de savoir qu'on est loin ou près du bord. Quand on est sur le bord, en revanche, en fait, le gradient de J, de la fonction à minimiser, il a 2 possibilités s'il décroît.
soit il peut aller vers l'intérieur du patatoïde, et donc on va rester dans la contrainte, soit il va aller vers l'extérieur du patatoïde, et dans ce cas-là, on ne va pas rester dans les contraintes. Et donc, quand on veut résoudre une équation, donc là, ce que je viens de décrire là, c'est le vecteur normal au bord du patatoïde. Le vecteur normal au bord du patatoïde, il est proportionnel, avec le signe qui convient, à f' de x0. Parce que, effectivement, l'équation du patatoïde, c'est f de x égale à 0. Donc, l'équation du plan tangent ou de l'hyperplan tangent ou de la surface tangente, ça va s'écrire f' de x0 par x scalaire x tilde égale à 0. Et donc, f' est un vecteur normal au bord. Donc, en fait, quand j'écris la relation j' de x égale moins lambda f' de x pour le point du bord, le j', on va supposer qu'il va me faire sortir vers l'extérieur. Eh bien, il faut absolument que le multiplicateur de Lagrange nous ramène à l'intérieur pour que le point du bord soit solution. Conclusion, il est nécessaire que le multiplicateur de Lagrange soit signé. Donc, je disais que ça donne le signe du multiplicateur de Lagrange, et c'est une conséquence d'un petit lemme classique en analyse convexe. Le mot classique indique que quand je fais la démonstration de ce lemme en cours, je me plante 2 fois sur 3 au moins un point de la démonstration du lemme, qui s'appelle le lemme de Farkas. Et donc, du lemme de Farkas, qui est une projection sur un cône convexe, on déduit la positivité des multiplicateurs de Lagrange dans le cas des contraintes actives, puisque dans le cas d'une contrainte inactive, on doit avoir lambda égale à 0. Est-ce que ça répond à votre question? Ou à la question Mohamed El Randouri. Oui, c'est une question de Mohamed El Randouri. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est une question posée sur le chat. Je suppose que M. Randouri a suivi la réponse. Merci, professeur Lafitte. Donc, j'ai une deuxième question dans le même ordre d'idées, donc posée par M. Oussama Msbahi. Il se pose la question sur comment pouvons montrer l'existence du multiplicateur de Lagrange pour un ensemble S constitué d'un nombre fini de contraintes. Donc, pour faire ça, alors on va faire le cas simple des contraintes égalité. Donc, il y a un principe tout à la base de l'optimisation qui est de dire que pour avoir un point de minimum, il faut et il suffit, enfin une condition nécessaire justement, c'est que l'inéquation d'Euler soit satisfaite. L'inéquation d'Euler, elle s'écrit J' de U W égale à 0, positif ou nul, pardon, pour tous les W qui sont orthogonaux à l'ensemble des dérivés des contraintes. C'est-à-dire que, mettons qu'on ait deux contraintes, F1 égale à 0, F2 égale à 0, le W doit vérifier, par la même remarque que ce que j'ai fait tout à l'heure, W scalaire F'1 égale à 0 et W scalaire F'2 égale à 0. Donc, je dois avoir J', dont l'action sur cette variété, cet espace vectoriel de dimension unique. Voilà. Donc, je disais donc que si je prends deux contraintes, par exemple, je vais avoir W scalaire F'1, W scalaire F'2 qui valent 0. Deux J' scalaire W positif ou nul. Comme W appartient à un espace vectoriel, je déduis changeant W en moins W, aussi que J' moins W est positif ou nul. Donc J' W égale à 0. Donc j'ai J' qui est orthogonal à l'ensemble des W. L'ensemble des W est l'orthogonal de l'espace vectoriel constitué par les F'1 et F'2. Être orthogonal à un ensemble orthogonal, ça veut dire appartenir à cet ensemble. C'est-à-dire que le J' est dans l'espace vectoriel engendré par F'1 et F'2. Ce qui fait que j'ai les deux multiplicateurs de Lagrange, lambda 1 et lambda 2, pour les deux contraintes égalité. J'ai fait que le cas des contraintes égalité qui est plus simple. Et essentiellement, quand vous voulez le faire de manière analytique,
un moment, ce que vous allez avoir, c'est vous allez résoudre, en utilisant le théorème des fonctions implicites, un système d'équations à autant d'équations que de multiplicateurs de Lagrange. Voilà, donc c'est l'explication rapide de ce qu'on peut faire en cours. Ensuite, Merci Olivier. Professeur Farahi. Voilà, donc. Il y a une question de Ala Khakour. Oui, alors la question de Ala, se pose la question, est-ce qu'on peut trouver donc encore le noyau reproduisant dans l'apprentissage, mais non supervisé cette fois? Alors, je ne pense pas, en fait, je ne pense pas que l'on puisse trouver un noyau reproduisant dans l'apprentissage non supervisé, mais je pense en revanche, si j'ai bien lu, et là je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, c'est qu'on peut arriver, si on arrive à trouver à un moment une fonction k de xy qui a les propriétés d'un noyau reproduisant, ça va simplifier les choses que de réécrire le problème dans dans ce nouveau système de coordonnées en utilisant le grand phi qui représente le noyau. Mais l'apprentissage non supervisé nous conduira à ne pas avoir un cas qui sera suffisamment stable. C'est de ce dont j'ai compris, mais je ne suis pas du tout spécialiste de machine learning. Je peux être parfois tout à côté de la plaque. Là, je suis au même niveau qu'un étudiant en cours. Merci pour cette modestie, professeur Olivier. Alors, j'ai vu qu'on prendre un noyau pour une meilleure classification. Si je vous dis le mot l'intuition, est-ce que ça vous convient? Alors, c'est essentiellement, les gens qui le font, ils bidouillent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver le meilleur. Après, selon le type de problème, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Mais par exemple, ce que m'a donné mon collègue Jean-Marc Brossier avec le cercle et le x2, le x, racine de x, racine de y et y, j'aurais pas eu l'intuition. Désolé. D'accord. Professeur Juberi demande la parole. À vous. Oui. Merci, cher collègue, professeur Arish Bouzelma. Pour moi, une petite question. Est-ce que ça serait intéressant de considérer le cas A non symétrique, c'est-à-dire f de x égale x transposé à x avec la contrainte? Alors, je vais vous faire la réponse. Alors, je pense que ce n'est pas intéressant, mais je vais vous faire la réponse pour ça. En fait, regardons par exemple une matrice non symétrique claire ABCD dans l'ordre. Quand vous regardez x à x transposé ou x transposé à x, en fait, votre résultat, ça va être a x carré plus b plus c xy plus d y carré. Et donc, une matrice symétrique naturelle associée, et la seule chose dont je veux entendre parler de ce cas-là, c'est la matrice A, B plus C, D, sur 2, D. Donc, en fait, je prends la partie symétrique de la matrice. Donc, oui, on peut considérer, donc pour répondre à la question de manière moins provocante, oui, on peut considérer une matrice A non symétrique, mais tous les résultats qu'on obtiendra ne pourront tenir compte que de la partie symétrique de la matrice. Et ça, c'est imparable. On ne pourra pas faire autrement. Exactement. Donc, c'est-à-dire, il existe une matrice B symétrique telle que le gradient, c'est 2 fois Bx. Voilà. Exactement. 2 fois Bx à ce moment-là. Et donc, on va travailler avec une matrice symétrique B. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas équivalent dans tous les cas de résoudre le système AX égale à B et de minimiser un demi de AXX moins BX. Si A est symétrique, si A n'est pas symétrique, ce n'est pas le même problème. Et c'est la différence entre minimisation d'une fonctionnelle quadratique et théorie variationnelle des formes elliptiques. C'est-à-dire que dans un principe de formulation variationnelle, vous pouvez autoriser la résolution de AX égale à B, lorsque A est symétrique, en écrivant quel que soit Y, AXY égale BY. Et là, je suis parfaitement d'accord, même pour A non symétrique, l'unique solution de ce truc-là, c'est AX égale à B, donc c'est X égale A moins 1B.
revanche, si ça vient d'un problème de minimisation, et ça c'est beaucoup plus physique pour moi, eh ben, nécessairement ça se transformera en partie symétrique de AX égale à B. Mais il y a les deux. Donc là, j'ai répondu sous cette forme-là en disant tout dépend de la manière dont on traite le problème. Si on le traite sous la manière variationnelle, c'est-à-dire le théorème de Rice, on peut prendre un A non symétrique. Si on le traite sous la forme optimisation, A est nécessairement symétrique. Est-ce que une autre question, s'il vous plaît? Est-ce que jamais vous avez tombé sur un cas où les conditions de Kern et Tucker sont violées, ne sont pas vérifiées, et pourtant les conditions de Kern sont violées, ne sont pas vérifiées, et pourtant l'optimum elle existe. Les conditions de lesquelles conditions de Kern? Les conditions de Kern et Tucker ne sont pas vérifiées, donc c'est-à-dire que dans les contraintes ne sont pas vérifiées, pourtant, oui, d'accord. l'optimum elle existe. Est-ce que vous avez ce cas-là? J'adore cette question. En fait, génériquement, les conditions qui permettent d'écrire le fait que les contraintes sont qualifiables, génériquement, ces conditions sont toujours vérifiées. Génériquement. C'est-à-dire que l'ensemble pour lesquels on n'a pas le fait que les contraintes sont qualifiables, qui est le cas où on peut appliquer Cunet-Tucker, c'est un ensemble de mesures beaucoup plus petites que les autres points. Je vais le dire comme ça de manière grossière. Donc finalement, si on veut étudier le minimum d'une fonction où parfois les conditions qui permettent d'appliquer Cunet-Tucker ne sont pas vérifiées, mais pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas construit un exemple où on a un truc concave au lieu d'être convexe, eh bien on va d'abord balayer tous les points où on a le droit d'appliquer Cunet-Tucker. On va voir si là, il y a un éventuel maximum ou minimum, et donc on va le calculer, puisque l'équation sera vérifiée. Et en général, très souvent, quand on travaille en dimension finie, il va rester une dizaine de cas, par exemple, si on a un polygone à 10 faces, pour lesquels je ne peux pas dire que les contraintes sont qualifiées. Et là, c'est une liste de 10 points sur lesquels je calcule la fonction à minimiser. Et si j'ai la chance que toutes les valeurs de la fonction en ces 10 points sont plus grandes que celles que j'ai calculées par les conditions d'optimalité de Lagrange, eh ben, j'ai terminé. Puisque les valeurs qui pourraient poser problème dans l'application du théorème des multiplicateurs de Lagrange sont quand même traitées puisque je calcule la fonctionnelle, elle est plus grande qu'un minimum local. Donc, j'ai terminé. Ça, c'est un truc très marrant. En général, on se dit, mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir m'en tirer dans un cas où je ne peux pas avoir la transversalité des contraintes. Eh bien, si, parce que ces cas sont très rares. En fait, vous voyez, ça veut dire que j'ai des cas. Normalement, il faut que les contraintes soient transverses en géométrie pour que je puisse appliquer les conditions d'optimalité. Donc, le cas qui se passe ici, c'est le cas de contraintes non transverses, c'est-à-dire qu'elles sont collinaires. Les contraintes sont collinaires, ça veut dire qu'il y a un déterminant qui est nul, et ça, c'est un ensemble qui est de mesures nulles dans l'ensemble des valeurs de déterminant. Oui. Olivier, Benoît, vous avez levé la main. Une dernière question. Est-ce que vous avez une procédure numérique pour pouvoir calculer le minimum? Non. Beaucoup, oui. Je peux vous en citer 4. Merci beaucoup. Gradient à pas constant, gradient à pas optimal, gradient conjugué, gradient avec projection. 5. Mais c'est très bien. Très bien. Merci, Monsieur Joueli. D'accord. Merci. Maintenant, Benoît, vous avez levé la main. À vous la parole. Oui, alors c'est une question un peu moins technique. Bon, d'abord, merci pour l'exposé. Toujours, on a l'impression que même si on comprend pas chaque élément, on voit bien que les maths vraiment sont juste derrière, et ce sont effectivement des mathématiques qu'on a apprises jusqu'au master. C'est assez fascinant. Alors, j'ai une petite remarque et une question. C'est moins technique que les questions précédentes parce que
on est un peu loin de ce que je connais en mathématiques. D'abord, sur la citation de Galilée, je suis tout à fait d'accord que c'est une citation tout à fait magnifique et elle gagne à être connue. En revanche, pour celle de « et pourtant elle tourne », on sait aujourd'hui avec quelle certitude qu'elle est apocryphe, il n'a jamais dit ça et il n'aurait pas eu l'intérêt de le dire et ça ne colle pas du tout avec l'histoire. Donc moi, j'ai plutôt été content à l'époque quand on a changé de logo de l'Institut Galilée et qu'on a retiré cette phrase parce qu'on attribuait à Galilée un propos qui n'était pas le sien. Mais effectivement, le livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est tout un programme très moderne et j'aime beaucoup. Alors, moi, ma question, c'est plus rapport à cet espace de Hilbert H qu'on ne connaît pas. C'est assez fascinant. Alors, vu de loin, on peut dire que ça rappelle un peu les probabilités où on définit un ensemble grand oméga qu'en fait, on ne connaît jamais. Exactement. Mais là, il y a quelque chose de plus, c'est qu'il y a une structure, on sait qu'elle existe. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait résolu une équation quelque part. Enfin, peut-être qu'on peut nous dire un petit peu plus, comme si on avait résolu une équation dont l'inconnu était un espace de Hilbert, quoi. Oui, donc, mais comment ça marche? En fait, c'est comme les probabilités, parce que tu ne vas pas me dire que la série de filtration que tu as en probabilité, tu la connais en général. Quand tu dis tribu, mais elle est donnée. On suppose qu'elle existe et on travaille à partir de ça. Oui. Alors que là, tu montres que ça existe. Ça permet de démontrer que l'espace de Hilbert existe. Et il est construit par un procédé extrêmement abstrait, de limite de suite, comme j'ai à peine commencé à l'esquisser pour le cas des fonctions H1. C'est-à-dire que tu vas définir ça comme… En fait, tu vas définir à partir du noyau reproduisant K de XY, tu vas définir une fonction sur l'espace de Hilbert qui est K indice X, qui a Y fait correspondre K de XY. Oui. Tu vas dire, je dis qu'il existe un espace de Hilbert qui contient toutes les combinaisons linéaires de tous les éléments de la forme KXY. Voilà. Oui, c'est un énorme machin, quoi. Un énorme machin. C'est un monstre. D'accord. Comme me dit mon copain, qui est ici, avec qui je travaille sur comprendre ce genre de choses sur le machine learning, il me dit, mais on n'a surtout pas envie de… Oui, on comprend. Donc, moi, en fait, j'ai fait la démarche inverse. Je me suis dit, c'est basé sur un truc. Une des propriétés fondamentales, c'est que l'application qui a X fait correspondre phi de X, c'est continu, comme forme linéaire. Pour moi, bien entendu, je me suis jeté sur ça comme un chien sur son os. Quelque chose comme ça, une forme linéaire continue, théorème de Rice, etc., etc. Et donc, mais bon sang, mais l'application qui a phi fait correspondre phi de X, c'est effectivement bien continu. Donc, dans H1, je vais pouvoir calculer un noyau reproduisant. Je vais pouvoir calculer une solution de l'équation de Lax-Miltram. Je l'ai calculé et il s'est trouvé que c'est tombé sur quelque chose que connaissent les gens en apprentissage statistique. Donc, j'ai creusé. Oui. D'accord. Voilà. Merci de votre question. Il y a d'autres questions sur le chat. Active ton micro, professeur Farahi. Oui, voilà. Merci. Alors, Monsieur El-Kadimi, donc, pose une question concernant le choix éventuellement du kernel pour une meilleure classification. Je pense que Monsieur Lafitte a déjà touché une petite première réponse. Là, oui. Donc, s'il souhaite développer davantage, je le remercie. Comme on parle en français, je peux dire le mot, le pif. On est bien tombé, il marche celui-là. Justement, dans le cas de l'apprentissage non supervisé. Dans le cas de l'apprentissage supervisé, c'est finalement construit dans la manière dont est exprimé le problème, essentiellement. C'est pour ça que c'est supervisé. Mais du non supervisé, effectivement, bon, celui-là, ça a l'air d'être pas mal pour ce nuage de points. En fait, il faut s'imaginer quand même, on va donner un nuage de points, il va falloir essayer de trouver une liaison entre tous les différents points pour arriver à les séparer de deux côtés. Si c'est pas l'intuition, après, il y a les méthodes.
Ça pourrait se faire par machine learning, ça. Oui, c'est ça, mais c'est là que jouent les méthodes de clustering sur des graphes, dont j'ai touché un mot tout à l'heure. Sans le comprendre, bien entendu, sans le comprendre autant que les gens qui font l'apprentissage statistique le comprennent. J'imagine, moi, que le clustering, c'est ça, ça va permettre de regrouper des choses qui ont a priori des liens entre eux pour pouvoir avoir un maximum de choses classées et enfin pouvoir reclasser ces choses-là qui sont classées par groupe, du genre tous les gens de Facebook qui vont dire qu'ils like le laga. Ouais. Elle a 2 ml. Oui. Donc là, on clustering. Et puis, est-ce qu'il y a une frontière entre les deux ou est-ce qu'au contraire, ils font partie de la même zone qu'on sépare? Là, je pense que justement, c'est un algorithme de clustering sur les graphes qui ferait probablement, mais de ce que je comprends de loin, un bon préconditionnaire pour ce genre de mais je ne suis pas du tout spécialiste. Je suis comme un étudiant qui essaie de comprendre un nouveau sujet. D'accord. Merci. Je vois une question sur un ensemble S défini par une contrainte d'inégalité. Donc ça, c'est la même question. Le multiplicateur de Lagrange, il n'est pas nul. Parce que en fait, ça y est, je le vois. C'est-à-dire si le point critique de la fonctionnelle libre se trouve sur le bord, comment gérer la contradiction? Rien n'interdit à un multiplicateur de Lagrange obligatoirement positif ou nul d'être nul. Donc là, c'est le cas où le multiplicateur de Lagrange va être nul. C'est-à-dire que la seule condition qu'on me dit que ça me sort, c'est le multiplicateur de Lagrange est positif ou nul parce que je suis dans le cadre d'une contrainte inégalité, je suis à un point d'optimum. Mais positif ou nul, ça n'exclut pas le fait que ce soit nul. D'accord. Voilà, donc moi aussi, j'ai 2 petites questions pour éclaircir des choses à nos étudiants. Alors, vous avez dit que l'un des méthodes mathématiques qui permet la répartition de l'impulsion, c'est la transformation de Fourier. Donc, ma question, est-ce qu'il y a d'autres mathématiques qui peuvent permettre la répartition d'impulsion, Olivier? Alors, la transformée de Fourier qui était là, en fait, c'était, on va pouvoir utiliser cette transformée de Fourier pour avoir la possibilité de caractériser tous les opérateurs. Donc, en fait, dès qu'on a un outil qui permet de caractériser un opérateur par un nombre ou une série de nombres, donc la transformée de Fourier en est un, c'est le multiplicateur de Fourier, mais par exemple, le spectre d'un opérateur en est un autre. Dès qu'on peut transformer un concept continu en quelque chose qui fait appel à une liste dénombrable, on a des chances d'avoir une façon beaucoup plus simple de gérer le problème. Par exemple, qu'est-ce que fait votre téléphone quand il prend une photo? En fait, il prend plein de pixels, et après, il va faire une analyse de type théorie des graphes pour supprimer 97% des redondances, si je me souviens bien. C'est-à-dire 97% des coefficients qui ne vont pas être utiles. Oui. Voilà, donc, le principe, c'est que la transformée de Fourier permet ça, ou plutôt la transformer en ondelette dans le cas des pixels. On le fait sur un système de R dans le format JPEG 2000. Bon, voilà. Dès qu'il y a un opérateur qui peut se quantifier, pour faire allusion à la première partie de mon exposé. Bien sûr, bien sûr. Et la deuxième oui, la deuxième concerne le classifieur. Le classifieur linéaire, c'est le min d'une quantité, c'est le minimum le plus grand d'une quantité. Alors, réellement, est-ce qu'il y a un classifieur linéaire, à votre avis? Alors, à la réalité. Il y a des cas où il y en a. Tout dépend de sur quoi on veut l'appliquer. Je vais prendre un exemple. Tout ce qui est rouge est un camion de pompier. Je prends l'exemple classique des gens qui font de l'apprentissage statistique. Tout ce qui est rouge est un camion de pompier, tout ce qui est gris est une voiture normale, ou noire, puisque maintenant c'est des voitures noires de grosses cylindrées qui sont avec une grande faveur. Si possible, vitres fumées. Mais bon, blague mise à part.
tout ce qui est rouge est un camion de pompiers, tout ce qui est noir est une autre voiture. Le symbole de l'Indiana est un oiseau dont le pelage est entièrement rouge, qui s'appelle le cardinal. Vous mettez un cardinal dans un endroit où il y a des camions de pompiers et des voitures. Ah non, vous pourrez plus classifier. Ouais. Parce que si vous mettez le cardinal du côté de la Mercedes, des Mercedes, pour ne pas citer de marque, le classifieur linéaire n'existe pas. Donc, en fait, c'est presque une affaire de croyance. On va croire qu'il existe un classifieur linéaire. En général, il y a un non linéaire. Et dans le cas où cet espoir est à peu près bon, en fait, on va admettre que notre classifieur puisse faire quelques petites erreurs. Donc, on va ne pas imposer le classifieur linéaire d'avoir raison à 100%, mais d'avoir une probabilité d'avoir raison supérieure à une tolérance. Ouais. Voilà, donc ça répond en partie à la question. Et c'est pour ça qu'on veut une marge la plus grande possible, parce que si on lance une voiture par hasard au milieu, il se pourrait que si la marge est très faible, le camion de pompiers il tombe au milieu. Et donc là, on ne peut plus classifier. Alors que si on a une marge plus large, quand on va prendre un nouveau point, parce qu'on est parti quand même d'un ensemble où on connaissait parfaitement l'information, et le but, ce n'est pas de savoir qu'on a stocké parfaitement cette information-là, le but, c'est de pouvoir prendre une nouvelle information et de la tester. Si la marge est plus grande, on a plus de place pour la tester et pour la mettre. Ouais. Effectivement, professeur Olivier. On va séparer. Oui, oui. Donc, comme la séance elle est enregistrée, ça fait 1h30 qu'on est connecté. Alors, un dernier mot au professeur Farahi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Parce qu'on doit terminer. Non, je pense que le professeur Lafitte a répondu à la dernière, mais j'ai quand même une petite intervention. Ce n'est pas une question technique, oui. mais par rapport à l'outil, donc analyse convexe dans tout ce qui est machine learning. Et bien sûr, il joue un rôle important et ça dit que c'est clair. Mais maintenant, vu le développement donc, des problèmes qu'on traite avec machine learning, c'est, on va dire, contraintes et conditions d'analyse convexe, parfois, ils ne sont plus utilisables et possibles. Est-ce que vous êtes au courant de quelques nouveaux axes alors, en absence de la convexité? Alors, moi, je ne connais pas assez ça. Je sais qu'il y a un séminaire que j'écoute régulièrement, donc je serais incapable d'en parler, où justement, ils étudient tous les cas où les méthodes qui dérivent de l'analyse convexe fonctionnent quand même. Mais essentiellement, il y a beaucoup de résultats qui marchent très bien, mais très peu de théorèmes. Paraphrase de « il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus », bien entendu. Essentiellement, il y a plein de cas où tout marche très bien, même si les conditions d'application des théorèmes ne sont pas vérifiées. Et à mon avis, il y a encore du travail pour plein de mathématiciens. Et il faudra qu'il y ait de plus en plus de mathématiciens qui répondent à ces questions-là pour donner une assurance qualité à tout ce qui est fait, qui marche très bien en apprentissage statistique, en machine learning, etc. C'est-à-dire que, en fait, ça marche très bien, mais on ne sait pas pourquoi, dans beaucoup de cas. Et c'est très frustrant intellectuellement. Et moi, je ne peux pas me contenter d'avoir quelqu'un qui me dit « Ah ben, ça marche, je l'ai appliqué. » Bon. Oui, ça marche. D'accord, ça me donne les réponses. Je suis d'accord. Mais j'aimerais comprendre. Oui. Pour ça, je me suis intéressée à ça, parce que ça m'a intrigué, ce truc-là. Oui, notre étudiante Hala demande une question. Est-ce que, Hala, tu m'entends? Tu poses la question toi-même, je la lis. Est-ce que le clustering est différent de classifier? Ça peut être vu comme la même chose. Explication. La classification dont j'ai parlé, c'est une discrimination en 2 classes seulement. Donc, on pourrait très bien discriminer en grand N classes. Discriminer en grand N classes ressemble énormément à faire du clustering. Voilà. Mais bon, pareil, je ne suis pas spécialiste du sujet, je ne dis que des choses que j'ai comprises en essayant de regarder ces genres de choses depuis à peu près un an. Ouais. Sans en faire pour le moment.
Très bien, c'est intéressant. Donc, malheureusement, on doit terminer. Alors, avant, je rappelle nos étudiants les mini-cours qui sont sur YouTube du professeur Olivier Lafitte. Je vous conseille de les voir parce qu'elles sont très, très intéressantes. D'accord? Alors, je remercie tous les participants, je remercie tous les collègues, tous les doctorants. Je remercie Benoît Rito, je remercie Fakah Bouchaïd, je remercie tous les collègues du LAGA, du LARDESA et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi 31 mars 2021, avec le professeur Benoît Rito sur une thématique intitulée Les développements décimaux périodiques, histoire et généralisation. Alors, je vous dis au revoir, mais avant, je donne la parole à Olivier Lafitte s'il veut nous dire un dernier mot aussi. Oui, ben je veux remercier Arige et toute son équipe, ainsi que Benoît et tous les collègues de Paris 13 pour l'organisation. Moi, je trouve que c'est une idée fabuleuse de pouvoir justement pouvoir avoir des sujets de recherche présentés comme ça, qui sont intermédiaires entre la notion d'exposé de recherche, que ce n'est pas, que ça a été seulement pour un thème, de colloquium, que j'ai essayé de faire, de Frédéric Gourdeau qui nous a fait quelque chose sur la pédagogie liée à l'enseignement des mathématiques, Benoît qui va nous faire l'aspect, à mon avis, rigolo de certaines choses en mathématiques, comme il en est relativement coutumier, où j'apprécie énormément. Et je trouve que c'est une idée fabuleuse de pouvoir avoir quelque chose qui mêle toute cette façon de voir des thèmes différents en même temps dans un même, dans une même organisation. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant et très, à la fois divertissant et enrichissant. Et je voulais vous remercier tous les deux, où je vous vois, pour vous dire que je trouvais cette idée très, très intéressante. Merci. Merci Olivier. Pour le mois d'avril, alors il y aura avec nous le professeur Saïd, le professeur Sami Barkat, il y aura aussi le professeur Mrad Mohamed et le professeur Faisal Ben Khaldoun. Donc, je vous donne rendez-vous tous les mercredis avec les discussions mathématiques franco-marocaines. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.